davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un travailleur de l'ombre. On va parler avec lui notamment du spectacle La fille de l'eau. Laurent Breton est notre invité. Laurent, bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que tu as un agenda quand même assez remarquable, assez chargé. On va parler de tes différentes casquettes et notamment celle de metteur en scène pour le spectacle que nous allons présenter après, La fille de l'eau. Est-ce que tu peux nous donner la définition d'un metteur en scène ? Alors bonjour, un metteur en scène, c'est une personne qui doit avoir comme qualité première de savoir réunir des talents autour d'un projet pour proposer au public quelque chose qui soit absolument saisissant. Un metteur en scène, une metteuse en scène, c'est souvent une personne qui est mise en avant par la presse, mise en avant par les professionnels, qui est dans l'ombre, parce que ce n'est pas lui, je ne suis pas sur le plateau. Et on oublie souvent que moi, par exemple, je ne suis rien sans mes équipes. Un exemple, La fille de l'eau, c'est un spectacle où il y a 3 personnes en plateau, mais il y a plus de 20 personnes qui travaillent autour du spectacle. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, on va rentrer vraiment dans le détail de La fille de l'eau et des équipes qui te permettent aussi de faire ce spectacle vraiment très très captivant. Mais j'aimerais que tu nous parles maintenant de cette autre casquette de directeur du département du théâtre du conservatoire. Alors, je me définis comme un artiste enseignant. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant de la République, sans démagogie aucune. J'ai été formé par les formations publiques. Je suis un pur produit vendéen. J'étais élève au Conservatoire de La Roche-sur-Yon, élève au lycée Pierre-Mendès-France. Mes amis étaient à Saint-Joseph, maintenant Saint-François d'Assise, étaient à Kessler, maintenant Rosa Parks, c'était à Notre-Dame-du-Roc, qui n'a pas bougé de nom. Oui. Et on avait toutes et tous cette envie de faire du théâtre et d'en faire notre métier. Et on est passé par le conservatoire, on est passé par les classes théâtre-lycée. Et je suis parti très tôt pour faire une école nationale de théâtre, c'était à Saint-Étienne. Et j'ai jamais oublié d'où je venais. J'ai toujours été attaché à mon territoire. J'ai eu la chance de creuser un sillon de vie. Certains parlent d'une carrière, moi c'est un sillon de vie qui fait que je n'ai jamais oublié d'où je venais et pourquoi je voulais rendre à la République ce qu'elle m'avait donné. C'est pour ça que, enseignant dans des écoles nationales à Cannes, Marseille, à Tel Aviv en Israël, aux États-Unis, à Duluth dans le Minnesota, et enseignant au Conservatoire de Lyon, qui est peut-être le conservatoire le plus célèbre en France, j'ai eu la nécessité il y a 6 ans de candidater pour la coordination du département théâtre, la direction du département théâtre du Conservatoire de La Roche-sur-Yon. Et à l'époque, c'était très drôle parce que quand on m'a recruté, on m'a fait une image que je vous ressors ici parce qu'elle est assez singulière. C'est une métaphore. On m'a dit, mais Laurent, vous roulez en Ferrari, hein, c'est un exemple. Hein. Lyon, c'est une Ferrari, les écoles sup comme Cannes, Marseille, et vous postulez pour rouler en Clio. Pourquoi La Roche-sur-Yon ? J'ai dit parce que je viens de là et que je ne veux pas oublier d'où je viens. Donc j'ai cette casquette-là d'être enseignant, d'être coordinateur du département de théâtre. J'ai la casquette de metteur en scène d'une compagnie qui s'appelle Le Menteur Volontaire, qui est un gros bébé, qui tourne dans toute la France et aussi à l'étranger. Je suis aussi directeur d'un festival de théâtre qui est le Festival des Nuits Menteuses, qui maintenant s'inscrit complètement dans le paysage culturel de la vie lyonnaise, vendéenne et même des Pays de la Loire, parce que ça vient de Angers, de Nantes pour venir nous voir. Et j'ai aussi une autre casquette qui est celle d'être un artiste libre, un peu dans l'ombre, puisque je travaille pour des projets qui ne sont pas forcément visibles, pour lesquels je n'ai pas forcément envie de donner une visibilité. Et c'est ce grand rhizome-là, c'est-à-dire que je me nourris de tout ce que je fais. Et c'est ce qui fait que, pour vous donner un exemple qui peut paraître un peu vertigineux, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis rien sans mes équipes, et mes équipes me permettent de me projeter dans le temps. Et se projeter dans le temps, c'est que mon emploi du temps est quasiment projeté jusqu'en janvier 2027. C'est pour te dire qu'on est content de t'avoir aujourd'hui sur le plateau de Backstage. Comment c'est arrivé finalement dans ta vie cette volonté de faire très tôt du théâtre ? Tu as même passé donc un bac théâtre qui à l'époque quand même c'était pour une minorité de personnes. Tu as été vraiment tout de suite attiré par ça. Pourquoi ? En fait, le théâtre, c'est ce qui m'a sorti de l'hôpital. Je suis quelqu'un qui fait des tics, donc je peux en faire là à l'écran. Okay. Quand j'étais petit, je vous passe toute l'histoire, mais très vite,
Je la fais vraiment rapide, sinon elle pourrait être longue. J'en ai fait un spectacle au festival Indamillion en 2015. On m'a diagnostiqué un trop-plein d'énergie créative et on a dit de moi, cet enfant n'est pas fou, il fait des mouvements. On ne savait pas ce que c'était que l'éthique. L'éthique, ça a été popularisé par un acteur qui s'appelle Vincent Lindon, qui, quand il a fait L'étudiante en 88-89 avec Sophie Marceau, est passé dans le journal de 20 heures de Claire Chazal et a expliqué ce que c'était tous ces mouvements qu'il faisait. Des troubles Des troubles. Impulsifs. Impulsif. Voilà, c'est ça. Et moi, on m'a diagnostiqué l'éthique en disant mais il faut lui faire une activité artistique. Et on s'est rendu compte que quand j'étais sur un plateau de théâtre, je ne faisais plus aucun tic. Et que l'art-thérapie, on n'en parlait pas à l'époque, mais elle était déjà là pour moi. Donc le théâtre n'est pas venu par hasard. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent qu'ils sont venus au théâtre, à la danse, à la musique ou à l'art plastique par hasard. Pour moi, on n'y vient jamais par hasard. Et c'est venu comme une nécessité absolue, c'est venu comme une thérapie. Et puis, ça a accompagné un désir fou et ardent de ne faire que ça. C'est-à-dire, quand j'étais en collège ou quand j'étais au lycée, je disais aux professeurs, mais en fait, non, je vais bosser le français, la littérature, je vais bosser le théâtre. Pourquoi j'irais bosser en maths, en sciences physiques? Ça ne me servira à rien plus tard. On me disait, non, mais Laurent, il y a le bac. Je dis, mais en fait, on s'en fout d'avoir le bac, on s'en fout de faire des grosses études. Ce qu'il faut, c'est savoir ce qui nous anime. Que votre envie soit d'être boulanger, boulangère, que votre envie soit d'être comédien ou comédienne, que votre envie soit d'être plombier. Enfin, et c'est venu assez rapidement chez moi comme une évidence. Et c'est venu aussi dans une boulimie. Je veux dire, j'ai 45 ans. Je vais signer avec La Fille de l'eau ma 45e mise en scène. J'ai eu cette chance. Alors moi, je dis cette chance. Très souvent, les gens me disent « Laurent, c'est pas que de la chance. » Bon, pas à moi de le dire, mais en tous les cas, moi, je dis que j'ai eu cette chance que les choses aillent très vite. Je suis sorti de l'École nationale à 21 ans. J'y suis rentré très jeune. J'ai immédiatement travaillé. J'ai été repéré par le ministère de la Culture, ce qui pour nous est important dans nos métiers, dès l'âge de 24-25 ans. J'ai eu la chance de prendre la direction d'une compagnie qui s'appelle Le Mentor Volontaire, dont on m'a laissé la direction. Et cette compagnie, elle est devenue conventionnée d'État. Alors souvent on dit, qu'est-ce qu'il dit, conventionnée d'État? En gros, ça veut dire que je n'ai pas à faire des demandes budgétaires pour monter mes projets. J'ai tous les 3 ans, maintenant c'est sur 4 ans, une enveloppe qui me permet de pouvoir développer tous mes projets et de pas devoir montrer patte blanche. On me laisse libre, je suis un artiste libre. Et généralement, on atteint cette consécration-là. On pourrait parler de consécration dans la mesure où ça nous laisse libre. Bien sûr. Quand on a plutôt 35, 40, 45 ans. Moi, c'est arrivé, j'avais 26 ans. Donc c'est allé très très vite, ça a été assez vertigineux. J'ai été diplômé d'État à 26 ans également. Il y a des choses de la vie qui ont fait que j'ai eu très peur de mourir et que je me suis dit, mais en fait, on peut vraiment mourir demain. J'en ai pris conscience. Et je vis toujours comme si je pouvais mourir demain. Et oui, ça c'est hyper important. Ouais. Et du coup, tu as toujours souhaité faire ce travail de l'ombre, parce que tu es aussi comédien. Oui. Tu n'aurais pas souhaité à un moment donné vraiment être Je vais donner un sur la exemple scène? comédien. J'ai clairement mis ma carrière de côté, mais pas je la mets de côté, je ne fais pas comédien, mais je n'ai pas de proposition. Non, j'ai refusé des choses formidables avec des gens connus du métier, des grosses choses qui font plutôt que j'aurais vraiment pu faire une carrière de comédien. Mais si j'avais fait cette carrière-là, je n'aurais pas été metteur en scène. Je n'aurais pas pu être prof de conservatoire et être dans la transmission comme j'avais envie de l'être. Donc j'ai dû faire des choix qui ne me rendent pas du tout malheureux. Je peux le faire encore, comédien. J'ai joué Don Juan il y a 4 ans, on a tourné un peu partout en France. La tournée a été avortée il y a 5 ans à cause du Covid. On avait une grosse tournée, on a perdu les 3/4 des dates. Mais... Tu pourrais, mais tu as préféré ce rôle de transmission. Et ce rôle de transmission aussi, c'est un peu l'histoire de La Fille de l'eau. Tiens, on va regarder tout de suite la bande-annonce. Comment sommes-nous arrivés là? Cette question, on ne se la pose pas. Quand plus rien ne va, en général, ce qu'on se dit, c'est plutôt « mais comment sortir de là ?» On donnerait n'importe quoi pour sortir de là. N'importe quoi. On est bien sûr de ça? Si seulement le cœur des vieux arbres pouvait se régénérer. Que l'or liquide ruisselle sur moi. Elle est bien endormie. J'ai mis la dose. Je m'appelle Léa. Et mon histoire commence alors que je ne suis pas encore là. Mon histoire commence
comme ça. Elle est magnifique, cette bande-annonce de La fille de l'eau, écrite par Antoine Hergnotte, adaptée d'un roman des frères Grimm. Ça commence cette histoire quand même dans la pénombre. C'est quand même une vision apocalyptique au début. La mise en scène, l'écriture de mise en scène s'intitule De l'ombre à la lumière. Faut savoir que c'est... Alors, toujours on parlait de fidélité d'équipe, Antoine Hergnotte il était avec moi sur les bancs du conservatoire. Et c'est un pur produit vendéen, il est de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La bande-annonce, c'est Antoine qui fait une carrière magnifique, il fait plein de choses en tant qu'auteur, en tant que créateur. La bande-annonce du teaser, elle est faite par Adrien Selbert, qui est aussi un vendéen, qui vient de La Roche-sur-Yon. Adrien, il travaille pour l'agence VU, qui est la plus grosse agence de photos au monde, entre San Francisco et Paris. Il s'occupe de tous les visuels pour les Inrock, pour Libé. Je l'ai perdu une seule fois sur un teaser parce que c'est Yves Saint-Laurent à échelle européenne qui lui a demandé de faire les films d'Yves Saint-Laurent. Ouais. Je me suis dit, c'est bien, je me suis fait piquer mes collaborateurs par Yves Saint-Laurent quand c'est pas la Comédie Française. La fille de l'eau, c'est une pièce qui va vous amener vers la lumière. C'est une fable d'aujourd'hui pour montrer comment nous sommes, je fais un résumé très rapide, nous ne sommes pas riches de ce que nous avons sur notre compte en banque, nous sommes riches de nos amis, nous sommes riches de notre famille, et le bien le plus précieux sur Terre, c'est pas le pétrole, c'est l'eau. C'est une fable écologique. C'est un peu une analogie au Quantum of Solace de James Bond, où quand James Bond, avec Mathieu Amalric, découvre que les nappes phréatiques que les déserts sont remplis de nappes phréatiques remplies d'eau, et il comprend, pour celles et ceux qui ont vu ce film, il dit « mais ce n'est pas du pétrole que cherche le spectre, c'est de l'eau, parce que le bien du futur, c'est l'eau ». Donc c'est une pièce écologique à voir en famille, qui va tourner dans toute la France. Ah oui, énormément de dates. On a une grosse tournée, puis déjà l'année d'après, et je voulais absolument qu'on joue en Vendée, donc on est hyper heureuses et heureux. On va jouer à La Roche-sur-Yon, on va jouer à Fontenay-le-Comte, on va jouer à Montaigu, et les Vendéens et les Vendéennes vont vraiment pouvoir voir cette pièce qui va tourner à échelle nationale pendant au moins 2 ans. Et c'est ce qui est exceptionnel, parce que tu as déjà de nombreuses dates pour La fille de l'eau, donc cette histoire que tu nous racontes avec Léa, qui est un personnage central du spectacle. Et puis finalement, l'objectif, c'est de reconnecter le public, en tout cas de faire en sorte qu'il se reconnecte à l'essentiel. À l'essentiel, à la famille, à la nature. C'est une pièce, il faut le dire, c'est très important, cette pièce, elle se fait grâce aux coproducteurs. On parlait tout à l'heure du ministère qui nous soutient, mais on est aussi, quand j'ai expliqué Convention, on est une compagnie soutenue par la ville de La Roche-sur-Yon Agglomération, par le département de la Vendée, par la région des Pays de la Loire et par le ministère. Et c'est ce qui permet de pouvoir créer des pièces comme ça. C'est ce qui permet d'avoir cette utopie de faire travailler 25 personnes, parce qu'en tout, à la compagnie, c'est entre 60 et 80 personnes qui travaillent par an. Et j'attache un soin particulier à ce que chaque création soit accessible à toutes et à tous, parce que pour moi, c'est une définition du populaire, et surtout à ce que chaque personne qui vient voir mes pièces puisse se dire « je ne vais pas l'oublier ». Et là, on a fait les premières répétitions, parce qu'on s'est étalé depuis 1 an et demi. Là, la première est à Vienne bientôt, et je suis hyper heureux, parce que tous les gens qui sont venus disent qu'ils ont pris une claque au niveau esthétique. Parce que là, le teaser que vous voyez, les lumières n'étaient pas encore faites, le décor n'est pas terminé, les costumes ne sont pas terminés. C'est un gros bébé qui arrive sur la Vendée et sur toute la France. C'est vraiment, en tout cas, éblouissant, ça donne envie et surtout, ça amène à se poser beaucoup de questions. On va finir parce que le temps, hélas, est déjà terminé pour l'épisode. On va rappeler le site internet pour aller retrouver les différentes informations. Ouais. Sur le menteurvolontaire.com, vous tapez le menteur volontaire sur internet, vous aurez tout, il y a toutes les infos. C'est relié à plein de ramifications, parce que comme on tourne beaucoup, on est repris par plein de choses sur Google et plein de théâtres. Puis après, vous pouvez aller sur le Facebook de la compagnie, sur l'Instagram, on est assez actifs là-dessus. Et puis, si vous avez envie de faire du théâtre, n'oubliez pas qu'il y a Nuit menteuse l'été. Si vous voulez venir en famille, il y a La fille de l'eau qui arrive. Si vous êtes sur Paris, il y a la salle Playel bientôt, dans les choses cachées que je ne peux pas dire. Ouais. Actuellement, par exemple, je peux juste dire que je travaille avec des footballeurs qui ont été champions du monde en 1998. C'est partie des choses que je ne peux pas dire de manière publique. Mais je ne dis pas qui, je ne dis pas quoi. Voilà. Et pour teaser un peu. Tu fais un teasing pour le prochain épisode qu'on aura peut-être à vivre ensemble très prochainement. Merci infiniment d'être venu, cher Laurent. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.